Donc de la psychologie positive à l'éducation positive. Alors pourquoi parler de psychologie positive? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, la psychologie avait 3 missions distinctes. Soigner la maladie mentale, faire en sorte que la vie de chacun soit mieux remplie et plus productive, et détecter les talents et les faire progresser. Malheureusement, ce qui s'est passé, après la Seconde Guerre mondiale, et en fait jusqu'à présent, les psychologues se sont essentiellement penchés sur les problèmes et les lésions de l'individu, c'est-à-dire donc sur le premier point. La raison, c'est que quand on fait de la recherche, on est financé, et qu'après la Seconde Guerre mondiale, les problèmes, c'était les traumatismes, etc., et que tous les financements ont été portés sur comment soigner ces traumatismes. Donc la psychologie s'est essentiellement centrée sur un modèle du fonctionnement humain basé sur la maladie. Et donc les 2 autres missions fondamentales de la psychologie ont été oubliées. Pourtant, c'est quand même 2 missions importantes, je les remets. Faire en sorte que la vie de chacun soit mieux remplie et plus productive, et puis détecter les talents et les faire progresser. Donc des choses qui se rapportent quand même aussi à l'éducation. Alors, juste pour que vous vous rendiez compte un petit peu de cette différence qui existait jusqu'à encore peu, il y a des collègues qui ont fait une recherche, ils ont tapé les mots-clés sur Internet, donc sur les moteurs de recherche, pour savoir un peu combien d'articles scientifiques avaient été faits sur la colère, l'angoisse, la dépression, et à l'inverse, combien d'articles scientifiques étaient faits sur la joie, le bonheur et la satisfaction. Et entre 1967 et 2000, donc maintenant je ne sais pas s'il y a une étude qui donne comment ça s'est contrebalancé, mais entre 1967 et 2000, il y avait 21 articles écrits sur la colère, l'angoisse, donc tout le côté négatif, on va dire malade, pas négatif, pardon, et contre un seul pour des mots-clés comme la joie, le bonheur ou la satisfaction. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un jour, au début des années 2000, donc en 1998, Martin Seligman, donc qui est l'ancien président de l'APA, l'APA c'est l'American Psychology Association, donc un petit peu l'association de psychologie qui gère la psycho, a été nommé donc président de l'APA, et il a déclaré que si la psychologie du XXe siècle n'avait pas joué suffisamment un rôle important dans l'amélioration de la vie des gens, la psychologie positive sera la psychologie du XXIe siècle. Alors, pour la petite anecdote, j'aime bien raconter quand même, donc Martin Seligman, c'est vraiment un des précurseurs avec Mihaly Csikszentmihalyi. Jean le prononcera mieux tout à l'heure. il vous fera, je vous montrerai, il vous fera bien. Pour la petite anecdote, Martin Seligman a commencé ses travaux sur ce qu'on appelle l'impuissance apprise ou la résignation acquise, etc. C'est-à-dire comment, dans certaines situations, on sent qu'on n'a plus de contrôle sur cette situation et que quoi qu'on fasse, on ne pourra pas s'en sortir. Et donc il a commencé ses travaux sur cette impuissance apprise, résignation acquise, et il s'est rendu compte d'une chose, c'est que, alors ses travaux portaient au départ sur des animaux, que chez les êtres humains, ce n'était pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrivait à conditionner un animal à être dans cet état de résignation apprise, mais chez les humains, certains, on pouvait avoir ce même type de comportement, mais d'autres, quoi qu'il leur arrive, malgré les échecs, ils continuaient à rebondir et à persévérer. Et donc il s'intéressait ensuite justement à ces personnes qu'il a qualifiées d'optimistes, qui, quoi qu'il leur arrive, continuent un petit peu à essayer de persévérer et d'arriver, à l'opposé donc des pessimistes. Donc, une histoire, sa carrière a commencé dans les années 60-70, jusqu'à encore maintenant. Donc tout doucement, lui-même, dans sa carrière, il a changé de vision des choses, de ce côté un petit peu je m'intéresse à la dépression, à la résignation acquise, etc., pour passer à je vais m'intéresser à ce qui permet aux gens d'être heureux. Alors le deuxième précurseur, Jean vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure, je vais me remettre mieux devant le micro. Vous serez interrogé demain sur l'orthographe, la prononciation, tout ça. Donc, c'est donc Mihaly Csikszentmihalyi,
Je n'avais pas bien dit là. C'était pas mal? Non. Donc, lui a découvert la nécessité de la psychologie positive alors qu'il était enfant durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il s'est posé la question de comment, malgré toutes les atrocités qui pouvaient se passer, ben, certaines personnes arrivaient à rester encore dignes et faire face à ces événements. Et donc, il s'est dit, ces personnes doivent avoir des sources, des forces qui leur permettent de faire face à ces événements et de surmonter ces événements. Je laisserai Jean en parler plus tout à l'heure, puisque voilà, il a basé la plupart de ses travaux donc, sur l'état de flow. Alors, qu'est-ce que la psychologie positive? L'objectif de la psychologie positive, c'est d'initier un changement donc, dans la psychologie, en passant d'une centration sur la pathologie et les problèmes des gens, à une centration sur ce qui leur permet de se construire des qualités positives. La psychologie positive donc, s'intéresse à la manière dont les gens, entre guillemets, normaux, je pense que tout le monde ici, on est, quoique non, peut-être pas tout le monde, mais non, je blague, que la manière dont les gens normaux s'épanouissent dans des conditions habituelles. C'est-à-dire, d'une manière générale, dans notre vie normale, qu'est-ce qui fait qu'on s'épanouit? Et donc, ça va aborder des concepts tels que le bien-être, la satisfaction, les états de grâce, le bonheur, l'espoir ou l'optimisme. Qu'est-ce que la psychologie positive n'est pas? Alors ça paraît peut-être un petit peu bête, mais ce n'est pas une secte. Des fois, quand on parle de psychologie positive, ça fait un peu peur, on se dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas non plus une forme de méthode Coué, c'est-à-dire c'est pas non plus se mettre devant la vie de tous les jours et dire je vais bien, tout va bien. C'est pas non plus la pensée positive. Alors des fois, on fait un peu l'amalgame. La grosse différence surtout, c'est que la pensée positive force beaucoup sur le côté positif, alors que la psychologie positive ne renie pas que il peut y avoir des événements négatifs et qu'il peut y se passer des choses. On peut avoir des problèmes. Simplement, c'est dans la manière de surmonter ces problèmes qu'on va les aborder différemment. C'est pas non plus l'inverse d'une pseudo-psychologie négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de psychologie négative, et c'est pas non plus donc nier la souffrance. D'accord? On est conscient qu'il y a de la souffrance, on est conscient qu'il y a des problèmes, simplement, on va l'aborder d'une manière différente. Alors, une petite définition, donc, la psychologie positive, c'est l'étude scientifique du fonctionnement humain optimum, c'est-à-dire comment l'être humain peut fonctionner de manière optimale, c'est-à-dire, alors c'est pas forcément en termes de performance, mais c'est en termes de bien-être et d'accomplissement. Un autre point qui est important aussi, c'est que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas s'intéresser seulement à l'être humain, mais on s'intéresse aussi aux institutions. C'est-à-dire qu'il y a la psychologie organisationnelle positive qui va s'intéresser aux facteurs qui mènent au fonctionnement optimal en contexte organisationnel. On parlera tout à l'heure de différents projets qui ont été mis en place au sein d'établissements ici à La Réunion. C'est des programmes qui ont été testés auprès des élèves, etc. Mais il y a tout un ensemble organisationnel qui doit être autour pour que ça fonctionne. D'accord? Si on fait que juste, c'est déjà bien, mais si on veut que ça explose, il faut qu'on travaille aussi d'un point de vue organisationnel. Donc pour résumer, c'est un changement d'idée et de modèle, c'est-à-dire qu'avant, on se centrait sur les problèmes, on essayait de résoudre les problèmes. Mais quand on n'a plus de problèmes, on est au milieu, on est sans problème. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'on est épanoui. Donc c'est comment faire en sorte qu'on soit davantage épanoui. Donc une opposition un petit peu entre, on ne parle plus forcément de maladie mentale, mais plutôt de santé mentale. On ne se focalise pas sur les déficits, mais on se focalise sur les atouts et sur les forces. On ne va pas taper du sucre, moi aussi je suis enseignant, c'est pareil, mais c'est vrai que quand on est enseignant, on a toujours tendance un peu à dire il y a ça qui ne va pas, et on oublie de dire tout ce qui va bien, parce qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent bien. On n'essaye pas de ne pas avoir de problème, l'objectif c'est de s'épanouir, et on ne se focalise pas sur les personnes malades ou les personnes avec des problèmes, on se focalise sur tout le monde. Alors pourquoi s'intéresser à l'épanouissement et au bonheur ? Je vais vous présenter 3 petites études, certains l'ont déjà vu, mais l'étude donc de l'annuaire du collège, l'étude des nonnes et une étude de Cohen. Alors l'étude de l'annuaire du collège, ces 2 chercheurs ont repris les photos de collège aux États-Unis et ils ont codé
le sourire sur les photos. Donc il y a des critères très précis. J'ai oublié le nom, j'ai un trou de mémoire. J'ai oublié le nom de l'auteur. Enfin, l'auteur a donné des critères très précis. C'est le sourire de... Tu te rappelles? Non. Bon. Duchesne, voilà, merci. Qui permet de coder précisément si le sourire est naturel ou pas naturel, et donc de coder quelque part le niveau de bonheur. Et donc ils ont retrouvé ces personnes 30 ans après, et ils ont regardé un petit peu ce qu'elles étaient devenues. Et donc leur étude montre que plus le sourire était naturel, plus ils exprimaient un vrai niveau de bonheur, plus ces femmes avaient vécu la satisfaction conjugale, un bien-être psychologique 30 ans plus tard. Donc les femmes qui exprimaient le plus d'émotions positives à l'âge de 22 ans, c'est celles qui connaissaient des résultats significativement plus favorables à la cinquantaine. Donc quelque part, il y aurait une relation entre le bonheur, les émotions positives qu'on peut dégager, et puis l'impact sur notre bien-être psychologique et notre vie. La deuxième étude que je vais vous présenter, c'est l'étude des nonnes. Alors pourquoi l'étude des nonnes? Alors plusieurs raisons, cette étude est quand même assez connue. Plusieurs raisons, c'est que autant les femmes dont on a parlé tout à l'heure, on avait des résultats, mais elles ont toutes eu une hygiène de vie, etc., différente. Certaines fumaient, buvaient, ont eu des problèmes, etc., etc., etc. En théorie, les nonnes, non. C'est quand même, elles ont toutes le même rythme de vie, elles sont censées à peu près avoir... Donc c'était un petit peu plus intéressant, c'est-à-dire qu'on pouvait contrôler un petit peu plus certaines variables extérieures. Alors, cette fois-ci, les auteurs ont étudié les autobiographies des nonnes, c'est-à-dire au moment où elles rentrent au couvent, elles ont un discours à faire, et donc ils ont étudié ce discours. Et de la même manière, ils ont codé si le discours était plutôt positif, donc avec des émotions positives intérieures, c'est-à-dire je rentre parce que j'ai envie de faire plaisir aux gens, etc., etc., ou plutôt négatif, je viens parce qu'il y a la souffrance et je veux, voilà. Et donc ils ont codé ça, et ce qu'ils trouvent, c'est que les émotions positives, plus donc les autobiographies étaient positives, plus les nonnes ont vécu longtemps. Alors, quelques indicateurs. Le quartile donc, le plus heureux, donc le quartile des nonnes qui ont donné le discours le plus positif, à 85 ans, il y avait encore 90% qui étaient vivantes. Et à 94 ans, 54% étaient encore vivantes. À l'inverse, si on prenait le quartile le plus malheureux, celui qui avait donné le plus d'émotions négatives, à 85 ans, il n'y avait plus que 34% de nonnes qui étaient vivantes, et à 94 ans, il n'y avait plus que 11%. Alors il y a le petit graphique qui montre un petit peu, on voit bien les deux quartiles en haut qui sont plutôt positifs, et les deux quartiles du bas qui sont assez négatifs. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais ça reste toujours quand même bon. Alors une dernière étude, qui est assez sympa aussi, je ne sais pas si on aurait pu la faire en France celle-là, mais bon, c'est pas grave, on l'a fait. Cohen et ses collaborateurs, je reviens. Voilà. Cohen et ses collaborateurs se sont amusés, si on peut dire, à injecter un virus, le rhume, je crois que c'était ça, simplement, à des patients qui étaient volontaires, enfin des individus volontaires. Donc, ils ont fait finir les individus, ils leur ont fait passer une échelle d'émotion pour savoir leur état émotionnel, et ensuite, ils leur ont injecté le virus. Et là, à partir de là, ils ont fait plein de mesures. Alors, à la fois des mesures subjectives, c'est-à-dire de savoir comment les personnes se sentaient dans leur état les symptomologiques, est-ce qu'ils percevaient des symptômes ou pas. Ils ont regardé, bien sûr, ceux qui allaient tomber malades et ceux qui n'allaient pas tomber malades. Et puis, ils ont fait des mesures aussi un peu plus drôles, c'est-à-dire qu'ils ont pesé les mouchoirs des personnes, etc. Et donc, ils ont récupéré plusieurs indicateurs. Et, comme le montre le graphique, que ce soit d'un point de vue objectif ou d'un point de vue subjectif, ceux qui avaient le plus d'émotions positives au moment où on leur a injecté le virus sont ceux qui ont moins perçu de symptômes, c'est ceux qui sont moins tombés malades, et quand ils sont tombés malades, sont eux qui ont eu le moins de symptômes physiques. C'est-à-dire les mouchoirs les moins lourds, entre autres. Donc, il y aurait une relation entre humeur et santé.
Donc dans les critères objectifs, il y avait mucus, mouchoir, sang, salive, il mesurait voilà, oreille et gorge. Et subjectif, c'était les symptômes perçus. Donc, quelles sont les conséquences du bonheur? Les conséquences, succès dans les études, dans le travail, meilleures relations sociales, et santé meilleure, et vie plus longue. Donc le fait d'être heureux, de faire ressentir des émotions positives, aurait quand même des conséquences positives. Alors c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors Sonia Lubomirski a montré que notre bonheur ressenti dépend à 50% de facteurs héréditaires. Là, vous allez me dire, mais on ne peut pas faire grand-chose alors. Mais si, il y a quand même 40% sur lesquels on peut travailler. Donc si on peut les travailler, eh ben, on peut mettre en place des choses, des programmes, des techniques, etc., qui permettent d'augmenter les niveaux de bonheur. Et quand on voit les résultats, hop là, ici, succès dans les études, le travail, on se dit, avoir des enseignants heureux, d'avoir des élèves heureux, etc., ça devrait quand même optimiser les performances, les relations sociales, etc., etc. Donc, on peut s'intéresser au bonheur dans l'éducation, et donc dans l'éducation positive. Alors, qu'est-ce que le bonheur? 5 lettres qui vont nous permettre de définir le bonheur. Première chose, P, c'est émotion positive, donc positive emotion. Je ne pense pas qu'un collègue aura peut-être, non, même pas Ilona, aura l'occasion d'en parler. Il y a un chercheur en psychologie positive qui s'appelle Barbara Fredrickson et qui travaille sur justement ces émotions positives. Et elle a montré que plus on ressentait d'émotions positives, plus on allait élargir notre champ de pensée et notre champ comportemental. C'est-à-dire qu'à l'inverse, quand on ressent des émotions négatives, on va avoir tendance à se recentrer et à fonctionner qu'avec un mode de pensée très restreint. Donc, à l'inverse, si on ressent des émotions positives, on ouvrirait le champ de pensée, on ouvrirait le champ de connaissances, etc. Donc, plus on va ressentir d'émotions positives, plus on serait ouvert d'un point de vue cognitif. Deuxième point, le E, c'est engagement, avoir une vie engagée. Troisième point, relations personnelles positives. D'accord? Je disais tout à l'heure, important d'avoir des relations au travail, entre collègues, avec les élèves, etc., positives. Le M, meaning, sens à la vie, avoir un sens, un objectif. Non, Jennifer, elle ne doit pas être là, mais il y a une étudiante du DU qui travaille justement là-dessus, c'est-à-dire comment des élèves, pas que des élèves, mais des personnes qui sont sortis un peu du système scolaire, etc., et qui ne savent plus ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils veulent faire, etc., leur donner un sens à la vie et les mettre qu'ils aient un vrai projet. Et le A pour accomplissement et réussite. Alors, c'est 5 facteurs, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les 5 facteurs en même temps, quoi. C'est-à-dire, il faut avoir il faut ressentir des émotions positives, mais on n'est pas obligé d'avoir les 5 développés à fond. Donc le bonheur, ça s'apprend, mais on l'apprend où? Bonne question. Seligman et ses collaborateurs ont mené une étude. Alors c'est pas le cœur de l'étude, mais c'est l'introduction de l'article. Et dans l'introduction de l'article, ils ont demandé à des parents de dire en 2 mots, ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Et là, les réponses majoritaires, c'est du bonheur, de la confiance, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient satisfaits de leur vie, etc., etc. Et à l'inverse, on a demandé en 2 mots ce qu'ils pensent que les enfants apprennent à l'école. Et là, on a dit à s'accomplir, le succès, le français, les mathématiques, la discipline. Si on regarde, il n'y a pas de point commun dans les 2 listes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on doit apprendre le bonheur, mais où? On doit apprendre à être heureux, on doit apprendre à être satisfait, à avoir un sens à la vie, apprendre à avoir des relations sociales positives, etc. Où est-ce qu'on fait ça? Voilà. Donc depuis plusieurs années, divers programmes d'éducation positive ont été développés à travers le monde. Leur objectif, développer le bien-être, l'épanouissement.
chez les enfants, chez les adolescents, chez les étudiants, mais aussi chez les parents ou au sein des institutions éducatives. Je l'ai dit tout à l'heure, psychologie positive organisationnelle. Donc il y a aussi un travail d'un point de vue organisationnel à faire. Auprès des parents aussi, c'est important. C'est vrai que là, on a mis en place des programmes, on a des résultats, on voit que ça marche, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand les enfants rentrent chez eux? Est-ce qu'ils ont la même manière de penser ou pas? Ça, c'est aussi important. Donc il y a tout un ensemble de messages à transmettre. Alors j'ai mis quelques exemples de programmes. Il y en a, on parlera un petit peu plus, je pense, cet après-midi. Entre autres, on parlera un petit peu plus du programme Spark, qui a été testé en Angleterre, au Japon, et qui a eu, voilà, on a le privilège de le tester pour la première fois en France à La Réunion, donc à Saint-Pierre. Donc on vous parlera un petit peu aussi de ça cet après-midi avec quelques résultats. Je vous mets quand même un autre exemple, qui est, je pense, le plus grand établissement en éducation positive, donc c'est en Australie. Ils ont eu un budget énorme aussi, je ne sais plus combien c'était en millions de dollars, mais c'était énorme. Donc ils ont fait venir 35 spécialistes de la psychologie positive de l'Université de Pennsylvanie, dirigés par Martin Seligman, qui ont totalement reconçu l'école sur les bases de la psychologie positive. À la fois, ils ont mis en place des programmes d'éducation positive pour les élèves, mais ils ont également travaillé avec les enseignants pour apprendre à mettre en évidence et à souligner les éléments du fonctionnement optimal dans leur matière. C'est un élément aussi important. Tout à l'heure, sur le programme Spark, il y a les résultats statistiques, c'est bien, mais vous verrez aussi des collègues qui étaient là, qui ont contribué à mettre en place le programme, et aussi qui ont un petit peu repris des éléments de ce programme au sein de leur matière. Et ça, c'est bénéfique aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le programme, on le met en place, mais derrière, on peut continuer à enseigner notre matière en travaillant sur ces aspects. Ils sont allés à un point tellement fort sur le programme que les ouvrages qui sont étudiés en littérature, etc., sont centrés autour de la psychologie positive, les forces des élèves, etc. En sport, quand le professeur de PS, enfin de sport là-bas, fait le débriefing, ils se centrent sur les forces et les qualités de chacun. Donc en fait, ils ont un discours qui est vraiment unique. Alors j'ai mis... Le problème, c'est que je ne vois pas très bien sur mon ordi. Vous pouvez aller sur Internet, si vous avez l'occasion en temps, vous tapez Geelong Grammar, vous avez une petite vidéo, enfin c'est en anglais, mais vous avez une petite vidéo, vous avez tous les détails. J'ai juste mis un petit peu quelques éléments, relations positives, émotions positives, meilleure santé, engagement, et tout ça, c'est l'épanouissement. Ça, c'est le logo direct que vous verrez sur l'école. Alors en France, il y a quelques programmes d'éducation positive qui se mettent en place, sous la poussée de différents chercheurs. Demain, je crois que Jean, tu parleras de ce que tu fais un peu à Lille, c'est ça? On a dans un mois le Congrès européen de psychologie positive qui va se dérouler à Angers avec tout un pan sur l'éducation positive. Il y a les entreprises spécialisées en éducation positive qui naissent, donc il y a Positrans, c'est l'entreprise d'Ilona, mais il y en a d'autres, École La Vie, etc., qui travaillent à la mise en place et à la formation autour de l'éducation positive. Et à La Réunion, on a l'association de psychologie positive, dont je suis le président, j'espère qu'encore quelques années, si vous ne me virez pas. L'objectif, c'est de diffuser, comme à travers ce colloque aujourd'hui, tout ce qui peut se faire en psychologie positive. Il y a le DU, Introduction à la psychologie positive. Donc il y a quelques étudiants qui sont là. Peut-être à un moment donné, on les essaiera d'identifier pour ceux qui veulent discuter un petit peu avec eux. J'ai oublié de mettre, mais Dominique en a parlé tout à l'heure. On a le premier MOOC, donc le premier cours en ligne qui va sortir en mois de septembre. Donc c'est une série de 8 semaines, 8 séquences de 5 cours de 7 à 8 minutes à peu près. On espère, on est en train d'y travailler, ouvrir septembre, ça serait super, mais on va dire pour la fin d'année ou plus tard, une maison du positif, c'est-à-dire une maison où vous pourrez retrouver des gens qui sont spécialisés en psychologie positive et qui ont été formés aux différents programmes comme Spark, comme le programme qui a été mis en place
au Collège Hubert de Lille, etc., etc. Ça, on espère que ça va se mettre en place. Et donc, plusieurs projets mis en place. J'ai mis le CARDI, mais il n'y avait pas que, avec tous les chefs d'établissement, les inspecteurs, etc., qui ont pu nous aider. Et donc, ces projets-là, ce sont ceux qui vous seront présentés cet après-midi sur le dernier créneau. Donc, le programme Spark au Collège des Tamarins à Saint-Pierre. Le programme Vers plus de conscience, donc pour toute la vie, au Collège Hubert de Lille à Saint-Benoît. Et un programme qui a été mis en place ici au Tampon, qui s'appelle Développer ses capacités attentionnelles et cultiver ses compétences prosociales, donc à l'école Antoine Lucas. C'est que quelques exemples. Je pense que Pascal aura peut-être aussi l'occasion ce soir de dire quelques mots. Il y en a eu plein d'autres aussi qui ont été mis en place, qu'on n'a pas forcément, faute de temps, mis en valeur ici. Voilà, j'avais un timing, je devais faire 30 minutes, j'en suis à 29, c'est pas mal. Donc, merci de votre attention.